Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. C'est l'heure du dernier point de l'information. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a reçu hier vendredi des investisseurs étrangers, des rencontres qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération entre leurs structures et la Côte d'Ivoire. D'importantes décisions prises par l'État de Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'habitat. Le taux de crédit acquéreur passe de 9% à 55%, un taux supportable sur un délai allant de 11 à 20 ans. Et puis les architectes de Côte d'Ivoire veulent mettre fin au désordre immobilier. Ils ont décidé de s'impliquer davantage dans l'amélioration du cadre de vie des populations ivoiriennes. Le conseil a donc organisé une rencontre avec les professionnels du secteur pour échanger sur le sujet. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, je vous le disais en titre, a reçu successivement le vendredi, donc hier, le président du conseil d'administration de Westbridge et les responsables de Mota Njil, des rencontres qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération entre leurs différentes structures et la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboulay. Mota Njil est une entreprise portugaise de BTP, principalement spécialisée dans la construction d'infrastructures et le génie civil. Dans le cadre de ses activités sur le continent, les responsables de cette structure ont été reçus ce vendredi par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Nous sommes ici pour dire que nous sommes déjà engagés avec la construction du centre d'enfouissement et que l'acquisition des équipements s'est déjà fait et ils sont en transit à Côte d'Ivoire. Mais nous venons aussi à dire que nous voulons des autres objectifs d'être dans la construction, dans la route, dans les ponts, dans les chemins de fer. Outre la construction des routes et des chemins de fer, Mota Njil s'intéresse aussi aux activités immobilières, à l'instar de la société Westbridge, dont le président du conseil d'administration a été également reçu ce vendredi par Daniel Kablan-Duncan. Clayton James s'est dit heureux d'avoir échangé avec le vice-président ivoirien sur le partenariat entre sa structure et la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, BHC. D'importantes décisions prises par l'État de Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'habitat. Le taux de crédit acquéreur passe de 9% à 5,5%, un taux supportable sur un délai allant de 11 à 20 ans. Et c'est avec Mamadou Kouassi qu'on en parle. Le taux d'intérêt du crédit acquéreur des banques de Côte d'Ivoire passe de 9,5% à un taux unique de 5,5%. C'est ce que décide le gouvernement à travers la signature d'un document avec l'Association des professionnels de banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Ce document fait partie des nouvelles conditions applicables au guichet du compte de mobilisation pour l'habitat. Et si les banques ont des difficultés, elles se retournent vers le compte de mobilisation pour l'habitat pour se refinancer à 2%. Donc l'un dans l'autre, le coût à supporter par la banque sera environ, il y a une marge d'environ 3,5%. Donc c'est pour vous dire vraiment que ce sont de très bonnes conditions. Maintenant nous allons demander aux banques d'ouvrir leurs guichets, d'assouplir leurs conditions et de faire en sorte que cette décision du gouvernement devienne vraiment une réalité. Selon le ministre en charge de la construction, ces nouvelles dispositions permettront à l'Ivoirien moyen de bénéficier de crédits bancaires afin de disposer d'une maison, chose qui devrait booster la politique de logements sociaux. Le gouvernement entend activer 4 leviers essentiels. Premièrement, la maîtrise, la sécurisation et la bonne gestion du foncier. Deuxièmement, l'industrialisation de la chaîne de production des logements. Troisièmement, le recours à des promoteurs plus performants avec des capacités techniques et financières avérées. Et quatrièmement, la dynamisation des instruments financiers dédiés au secteur de l'habitat, plus précisément le Fonds social de l'habitat, le compte de mobilisation de l'habitat et le compte des terrains urbains. Les responsables de banques et établissements financiers se disent satisfaits pour ces dispositions. Ils entendent accompagner la population et les entreprises de construction dans l'atteinte des 150 000 logements sociaux pour la période 2016-2020. Une fois que ces conditions d'éligibilité sont respectées, les banques pourront bien entendu faire le crédit. Les banques feront donc le crédit à ce taux de 5,5% sur la période indiquée, c'est-à-dire de 11 à 20 ans.
Le compte de mobilisation pour l'habitat est un instrument créé afin d'améliorer les conditions du crédit des ménages pour la cession à la propriété de l'habitat social et économique et de concourir au refinancement des crédits acquéreurs consentis par les banques et établissements financiers. Les architectes de la Côte d'Ivoire veulent mettre fin au désordre dans l'immobilier. Ils ont décidé de s'impliquer davantage dans l'amélioration du cadre de vie des populations ivoiriennes. Le Conseil a donc organisé une rencontre avec les professionnels du secteur pour échanger sur le sujet. David Soyo et Serge Coléa. Construction anarchique, chantier aux mains d'amateurs, mauvais choix de matériaux. Selon les experts, les règles d'habitat sont souvent foulées aux pieds par des entrepreneurs, souvent en déphasage avec les normes architecturales en Côte d'Ivoire. Les conséquences sont nombreuses. Effondrement d'immeubles, inondations dans des quartiers. Face à ce tableau sombre, les architectes ont décidé de réagir. Le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire prend l'engagement de s'impliquer davantage dans l'amélioration du cadre de vie des populations. Souvent, les entreprises font courir le bruit que vous n'avez pas besoin d'architecte. Mais parce que l'entreprise est là pour faire des bénéfices. C'est normal. Mais l'entreprise a besoin d'être suivie. Et l'entreprise doit être suivie par un architecte, notamment celui qui a conçu le projet. Parce que si nous supervisons le travail et que nous nous rendons compte qu'il y a des défauts, ces défauts doivent être repris, non pas aux frais du client, mais aux frais de l'entreprise. Selon le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, seulement 10% des marchés publics sont exécutés par les professionnels de l'architecture. Le Conseil entend œuvrer pour l'augmentation de cette part de marché et lutter contre la prolifération de projets sans architecte. Sa stratégie, sensibiliser la population et offrir des prestations de services aux opérateurs du domaine de la construction. Créé en 1970, le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire a 47 ans aujourd'hui. Élu en janvier 2018 à la tête du 9e bureau, Aboulaye Dieng et son équipe se disent déterminés à rapprocher l'architecte du grand public. Sachez pour poursuivre que le 55e Salon international de l'agriculture s'est ouvert aujourd'hui samedi à Paris, en France, ce jusqu'au 4 mars prochain. La Côte d'Ivoire y participe, vous vous en doutez. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'Agriculture, Coulibaly Mamadou Sangafoa. Notez que ce salon est une opportunité pour des milliers de visiteurs de vivre l'expérience d'une agriculture qui bouge et qui évolue. Et justement, on reste dans le domaine de l'agriculture pour parler cette fois du lancement du système de récépissé d'entreposage. Et c'est avec Lanciné Bakayoko qu'on en parle. Ce système de récépissé d'entreposage SRE va faciliter le financement des activités de production agricole, notamment les produits à cycle très court, comme la noix de cajou, en permettant aux opérateurs qui exercent l'activité de mettre en gage leur récolte. Aujourd'hui, l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire est achevé et les conditions et procédures opérationnelles d'homologation des entrepôts, d'agrément des acteurs et de surveillance des marchandises entreposées sont réalisées. Le nouveau dispositif permettra en effet de rassurer toute la chaîne des valeurs agricoles. D'abord, les producteurs pour la livraison de leurs récoltes aux gestionnaires d'entrepôts, moyennant un récépissé. Récépissé qui pourra servir de garantie de prêt auprès des banques. Ensuite, les transformateurs quant à la disponibilité du produit en quantité et en qualité dans les entrepôts. Enfin, les banquiers pour la mise à disposition des ressources grâce à l'assurance du système d'entreposage. Le SRE constitue une réponse efficace à la problématique du financement de la production agricole et de la transformation locale des matières premières. Dans la mise en place du nouveau système, le groupe de la Banque mondiale est en première ligne à travers un accompagnement technique et financier. Le 10 avril, le Conseil de la Banque mondiale devrait approuver un projet de 200 millions de dollars pour la transformation de l'ANACAD. Et un des composants importants, c'est justement la construction de plusieurs centaines d'entrepôts.
Même si la noix de cajou constitue la première production éligible au projet pilote, le système de récépissé d'entreposage devrait à terme être étendu à 17 autres spéculations agricoles. 15 étudiants, dont 9 filles et 6 garçons, bénéficient depuis vendredi de bourses et de matériel informatique, ce grâce au fonds à la formation minière. Ce sont des étudiants. Le coût total de cet investissement est de 35 millions de francs CFA. C'est une initiative du ministère de l'Industrie et des Mines. Notez que cette initiative vise non seulement à soutenir les étudiants, mais surtout à promouvoir le genre dans cette filière. On en parle avec Nadia Edja et Cheikh Kone. Un ordinateur portable, un abonnement Internet de 1 an et une enveloppe de 500 000 francs CFA pour le cycle ingénieur et 250 000 francs CFA pour le cycle court. C'est le contenu de la bourse octroyée à chaque récipiendaire. Une récompense à forte portée pour ses bénéficiaires. C'est d'abord une immense joie pour nous de recevoir ce prix. Tout se fait actuellement par la technologie. Voilà, donc il nous fallait des matériels technologiques pour pouvoir travailler. Et c'est ce que le ministre vient de nous donner. Je suis vraiment très heureuse d'avoir reçu cette bourse en ce jour. Elle est vraiment très importante parce qu'on se rend compte que l'État est prêt à nous soutenir si nous-mêmes nous sommes disposés à travailler. Chaque année, jusqu'à la fin de leur formation, ces étudiants verront leur bourse renouvelée à condition d'obtenir une moyenne supérieure ou égale à 13. Une façon de les emmener à redoubler d'efforts afin de développer leurs compétences et maintenir le cap d'excellence de l'école. Il faut qu'ils persévèrent dans cette voie afin que notre école puisse attirer davantage les meilleurs élèves de notre pays, mais aussi les meilleurs élèves de notre continent. Pour Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines, le pari est plus grand. Il mise sur ces jeunes pour l'avenir du secteur minier ivoirien. Et notre ambition est encore d'aller plus loin dans ce domaine. Tous ces développements dans le secteur minier demandent des personnes compétentes pour pouvoir effectivement soutenir ce développement et ces investissements. Ce sont des sacrifices que vous consentez aujourd'hui, mais c'est pour construire demain. À la fin du cycle ingénieur, les étudiants les plus méritants bénéficieront de nouvelles bourses, cette fois pour des études à l'étranger. Un autre volet de ce fonds de formation minière. Des cadres des administrations nationales et sous-régionales diplômés en gestion de la politique économique. Ils ont bénéficié d'une formation continue de 12 mois sur l'initiative de la Banque mondiale. Nadia Edja et Cheikh Kone ont participé à la cérémonie de remise de diplôme. Ce sont 51 auditeurs, dont 39 Ivoiriens et 12 ressortissants de la sous-région, qui ont reçu leur diplôme de fin de formation au programme en gestion de la politique économique GPE. Une distinction qui vient couronner 12 mois de formation. Je suis très heureuse d'avoir fait la formation jusqu'au bout. Ce n'était pas du tout facile, surtout pour des gens comme nous qui avons déjà fait l'administration. Nous serons plus efficaces dans les tâches qui nous seront confiées. Cela pourrait nous offrir d'autres perspectives, histoire de contribuer au développement de notre pays et partant de l'Afrique. Initié par la Banque mondiale depuis 1998, le programme GPE permet de renforcer les capacités des cadres des administrations africaines en vue de relever la compétitivité globale de leur économie. Une dynamique encouragée par l'État ivoirien qui a financé la formation de 39 Ivoiriens. Tant que vous n'avez pas amélioré la ressource humaine de l'administration, il est difficile d'avoir une administration performante répondant aux préoccupations des usagers et répondant aux besoins des investisseurs. Les diplômés se sont engagés à valoriser ces nouvelles connaissances acquises au sein de leur administration respective afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. La SEGRAE se rapproche des retraités et autres fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Désormais, les retraités et fonctionnaires des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo pourront disposer d'une agence à proximité. Notez que l'IPS SEGRAE de Kourogo a été inauguré par les ministres Jean-Claude Kouassi de l'Emploi, de la Protection sociale et Amadou Kone du transport, représentant donc le Premier ministre Amadougon Koulibaly à la cérémonie d'inauguration. On y va tout de suite avec Kader Sogodogo.
Les régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo disposent désormais d'une agence de l'institution de prévoyance sociale SEGRAE, Caisse générale de retraite des agents de l'État. Elle est l'engagement de cette institution d'être plus près des fonctionnaires et des retraités de Côte d'Ivoire. Elle est la manifestation de l'élan social de l'IPS-SEGRAE qui s'est inscrite résolument dans la réalisation de la très haute et noble vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et dans le cadre de l'action gouvernementale contre la précarité, le dénuement et l'indifférence, d'assurer chaque jour davantage un mieux-être social aux populations. Dans cette partie du pays, ce sont 6 551 fonctionnaires et agents de l'État en activité et plus de 2000 bénéficiaires de prestations sociales qui bénéficient de cette agence à l'architecture moderne dotée de nouvelles technologies pour mener à bien toutes leurs opérations. Ils affichent leur joie. Cette journée est à marquer d'une pierre blanche car de là, l'ouverture de notre nouvelle agence, cette cérémonie marque la manifestation de la bienveillance du gouvernement à notre égard. Un processus de proximité qui va se poursuivre, rassure la tutelle. Avec la mise en service de l'agence de Korogo, SEGRAE disposera désormais d'un réseau de plus de 12 agences et services de proximité pour le plus grand bien des bénéficiaires, c'est-à-dire les fonctionnaires, les retraités, la veuve et l'orphelin. Le ministre des Transports, Amadou Koné, représentant le Premier ministre, peut dès lors faire apprécier les efforts consentis dans tous les secteurs par le gouvernement. Sous l'impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et la conduite de son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, nous nous retrouverons encore et encore pour célébrer d'autres victoires sur la précarité et la pauvreté. Une visite de la nouvelle agence IPS-SEGRAE de Korogo a mis fin à la cérémonie. Prochaine étape, Mans. Elles pourront désormais exercer leur commerce en toute quiétude. Les femmes du village Kwasikro ont désormais leur marché, un marché qui a valu plus de 10 millions de francs CFA à la mutuelle du développement du village. Et ce marché a été inauguré par la présidente de l'ONG Servir, Henriette Konan-Bédié. On en parle avec Gabriel Zani. Kwasikro, ce village du département de Tibissou est en fête. Il a un nouveau marché inauguré par Henriette Konan-Bédié, un ouvrage dont la réalisation a été soutenue par la mutuelle de développement des cadres du village, une infrastructure de base essentielle pour les femmes de Kwasikro. Avec ce marché, nous les femmes, on peut vendre, avoir de l'argent et sortir de la pauvreté. Nous les femmes, on vend au dehors et ça ne nous arrange pas. Maintenant, le marché qui a été construit, ça va nous permettre de bien vendre et puis maintenant de s'occuper de nos enfants. Un marché couvert de plus de 10 millions de francs CFA est un projet structurant permettant les échanges commerciaux à Kwasikro sur un meilleur site. Autre acquis du village, cette broyeuse de 5 millions de francs CFA offerte par la présidente de l'ONG Servir. C'est le lieu également de témoigner publiquement notre reconnaissance et nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président Aimé Henri Konan-Bédié, votre cher époux qui, en le paraphrasant le 7 avril 2012, à l'occasion de la fête de l'eau potable, l'électricité dont il était l'illustre parrain, que c'était le début du développement du village de Kwasikro. Henriette Konan-Bédié a salué les initiatives de développement des cadres de Kwasikro. Mon général Gervais Kwaku, je voudrais vous dire merci de rejoindre vos frères sur le terrain du développement pratique. Après avoir rangé le képi de commandement que vous avez dignement porté pendant votre belle carrière dans les forces de la gendarmerie nationale. Nul doute que vous leur serez d'un appui important sur le long chemin du développement. En plus du marché, le château d'eau et le nouveau dispensaire de Kwasikro ont été visités par Henriette Konan-Bédié.
Et de Kwakwa-Sikro, on fait à présent un petit tour dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Go. Là-bas, les femmes sont de véritables agents de développement. Vous le verrez dans le reportage qui va suivre. Elles investissent tous les secteurs d'activité et tirent très bien leur épingle du jeu. Surtout qu'elles ont le soutien du président du Conseil général qui a mis donc sur pied un fonds de 100 millions de francs CFA, le Conseil régional, pour soutenir donc leurs actions. Mamadou Kouassi pour en parler. Ces femmes sont membres de la Fédération des associations féminines de Digonifla, une des sous-préfectures du département d'Oumé, dans la région du Gor. Elles se réunissent régulièrement. Aujourd'hui, l'ordre du jour de leur rencontre porte sur les stratégies de développement de leurs activités. Elles ont bénéficié d'un appui de 10 millions de francs CFA du Conseil régional du Gor pour améliorer leurs revenus. Un appui qui a permis à ces femmes investies dans le commerce et dans le monde agricole d'accroître leurs revenus. J'ai investi dans le champ de bananes. Quand les bananes ont produit, je commercialise sur le marché. Je suis installée présentement au marché de Digonifla. Je vends la banane. Aujourd'hui, la femme de Digonifla n'est pas celle qui attend qu'on lui dise sois belle et tais-toi, ou bien qu'elle attende son mari pour lui dire paye-moi une boîte d'allumettes. C'est des femmes qui, très tôt le matin, sont sur le marché. C'est des femmes qui sont dans les bas-fonds, qui font du riz, qui font du manioc, qui commercialisent ça. On a fait un grand champ de riz. J'ai eu 30 sacs. J'ai eu 30 sacs. C'est ça que je nourris les enfants. Mais c'est sans compter avec les difficultés que ces femmes rencontrent l'exercice de leurs activités. Nous avons semé 1 hectare de maïs. Malheureusement, les bœufs ont détruit tout le champ. Donc ce champ n'a pas pu aboutir. Mais le premier champ de manioc, là, on a souffert avec les bœufs. Mais quand même, ça a donné. Et dernièrement, on a déterré. On a eu l'argent. Parce que souvent, quand la femme déracine le manioc et qu'elle l'amène sur le marché, les femmes vendent le manioc là, elles achètent à vil prix. Ça ne nous arrange pas. Parce que c'est des prêts qu'il faut qu'on rembourse. Aujourd'hui, à Digonifla, nous avons plus de 80 hectares de manioc. Déjà bien, mais nous n'avons pas d'acheteurs. À Gagnoa, nous rencontrons un groupe de femmes de plusieurs quartiers de la ville, venues exprimer leur gratitude au président du conseil régional pour l'assistance quotidienne dont elles bénéficient. Le président du conseil régional Joachim Bagnon-Guégué, qui a fait de l'autonomisation de la famille une priorité, a rassuré ces femmes de la poursuite de sa politique. Nous avons beaucoup de bas-fonds. Nous sommes en pourparlers avec une société chinoise pour pouvoir exploiter ces bas-fonds. Quand le dossier sera bouclé, la population verra. Il y a une société qui a pris contact avec nous et qui va bientôt installer une usine de transformation de manioc sur place. Qu'elle soit patiente un tout petit peu, mais je pense que le problème peut être résolu. Pour accompagner cette politique d'autonomisation de la femme, un fonds de 100 millions de francs CFA a été mis en place au profit des femmes de toute la région. En plus des femmes, les jeunes des départements d'Oumé et de Gagnoa ont pu bénéficier de financements d'activités génératrices de revenus, notamment les permis de conduire, les mototaxis et la couture. Pour ma formation, j'ai besoin d'un permis pour pouvoir travailler. Et lorsque j'ai appris qu'il y avait un lancement de permis de conduire à Gagnoa, j'ai adhéré. Grâce au permis du président du conseil régional, aujourd'hui je peux exercer librement mon métier de taxi-moto. Pour cette opération de permis de conduire, ce sont 400 jeunes, hommes et femmes qui ont bénéficié de la première tranche de formation. Dans cette politique de développement humain, le président Joachim Bagnon-Guégué offre une place essentielle au social. Des centaines d'enfants de familles défavorisées reçoivent chaque année des prises en charge scolaires. Des bons qui ont permis la scolarisation de ces enfants. On m'a donné une prise en charge. Je ne savais pas ce que c'était auparavant, mais Dieu merci, cette année, moi j'ai su ce que c'est qu'une prise en charge, puisque le conseil général paye la scolarité de mon enfant pour une année. Pour cette année-là, alors vraiment, je suis très content. Avec toutes ces actions, le conseil régional du Gor veut bâtir une région prospère avec des hommes et des femmes épanouis. En 2017, ce sont exactement 5 820 pèlerins ivoiriens, dont 4 200 au compte de l'État de Côte d'Ivoire, qui ont pu faire le voyage en Terre Sainte.
Les 14 opérateurs privés, eux, ont assuré le déplacement à 1620 candidats au Hajj. Mais l'accomplissement du 5e pilier de l'islam ne s'est pas fait sans désagrément, même si pour les observateurs et les bénéficiaires, l'organisation ivoirienne du Hajj est classée parmi les meilleures d'Afrique. Au nombre donc des désagréments notés, la prise en charge des pèlerins vulnérables, la fraude sur l'identité dans la constitution du dossier administratif des pèlerins et surtout le problème des candidats au Hajj enregistrés chez des opérateurs privés qui n'ont donc pas pu aller à la Mecque. C'est ce qui ressort en tout cas du bilan du Hajj 2017. Et pour une meilleure organisation, eh bien, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, à travers la Direction générale des cultes, organise sur 2 jours un séminaire bilan du Hajj 2017. Là se passe à l'espace Serae Umoa au plateau. La rencontre, notez-le, a débuté ce samedi. Santé sexuelle des jeunes et des adolescents, on en parle à présent. Des experts venus de 4 pays africains se sont réunis récemment, ici même à Abidjan, pour donc évoquer les questions liées à ce sujet. Au sortir de la rencontre, qui a duré 3 jours, eh bien, ils ont décidé d'impliquer davantage les religieux et les familles dans la sensibilisation. C'est ce que nous dit Serge Coléa. Comment accélérer l'agenda des programmes d'éducation complète à la sexualité dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest? La question est au centre des échanges entre les acteurs de la santé sexuelle des jeunes et adolescents venus de la Mauritanie, de la Guinée, du Niger et de la Côte d'Ivoire. À l'issue des réflexions, tous ont convenu principalement d'impliquer davantage les religieux et les familles dans la sensibilisation. Parler d'éducation sexuelle complète ne doit pas être un tabou. Les parents maintenant doivent s'engager à cela parce que nous avons les nouvelles technologies de l'information qui nous dépassent et qui sont en avance sur nous, sur l'information qu'ils donnent aux enfants. Et cette information n'est pas toujours bien choisie. Il y a quelques réticences au niveau des leaders religieux et traditionnels concernant la sexualité, mais je pense que c'est une mauvaise compréhension du concept. Et donc ceux qui ont adhéré, les leaders qui ont adhéré, on va les utiliser auprès des équipes pays pour amener les autres à comprendre le concept et à adhérer. Sensibiliser les jeunes et adolescents sur les avantages d'une bonne santé sexuelle, mais aussi leur faciliter l'accès aux programmes de santé et des droits sexuels et reproductifs. C'est pourquoi il a été aussi question pendant ces 4 jours d'appeler les différents gouvernements à veiller à la bonne mise en œuvre de leurs politiques élaborées en matière d'éducation complète à la sexualité. Alors, nous avons donné des orientations spécifiques au pays. Les feuilles de route vont être peaufinées. Nous allons suivre d'abord la restitution de ces feuilles de route aux plus hautes autorités de ces pays. Il faudra un engagement du plus haut niveau pour qu'on ait une base solide et pérenne dans laquelle maintenant les pays vont pouvoir s'inscrire dans le développement de l'ECS. En Côte d'Ivoire, la sexualité mal maîtrisée des jeunes et adolescents est la cause des cas de maladies sexuellement transmissibles, de VIH-Sida et de grossesse en milieu scolaire, estimés à 5 900 pour l'année académique 2015-2016. On poursuit en sport et en images, football. Tournoi UFOA Dames, la finale a opposé, vous le savez certainement, au stade Champrou de Marcory ce samedi, la Côte d'Ivoire au Ghana. 2 pays qui ont décroché jeudi leur ticket au détriment donc respectivement du Mali et du Nigeria. Les éléphantes qui visaient le trophée ont donc été battues 1-0 par le Ghana. On continue en sport, cette fois handball, pour dire que le colonel Karaboué Aboubakar est désormais le président de la Fédération ivoirienne de handball. Il succède à Joseph Ourega. Je vous invite à présent à un défilé de mode. On se rend pour ce faire dans la commune de Marcory. 100 modèles présentés en 10 tableaux. La styliste Marie-Brigitte Cla a montré au cours d'une exposition son savoir-faire tout en célébrant le pagne. Isayo. Un défilé de mode pour valoriser l'esprit Nzassa au niveau du pagne. La styliste Marie-Brigitte Cla présente au public un cocktail de matière savamment concoctée. Du jean avec du pagne imprimé, aux différents motifs de pagne en passant par le tissu occidental,
tout y est pour faire plaisir aux spectateurs. À travers 100 modèles d'habits de femmes et d'enfants présentés en 10 tableaux, la styliste montre son savoir-faire. Plus qu'un thème, l'intitulé du défilé « Moi femme, si la mode m'était comptée » est l'occasion pour Marie-Brigitte Cla de valoriser la femme et de faire la promotion du genre. Et c'est sur ces belles images que je vous dis au revoir. On se retrouve demain, même heure.